En 2016, lorsque je me suis engagée en politique, pour la plupart des gens, cela signifiait s'impliquer dans une élection locale. Pour moi, c'était la campagne présidentielle la plus folle de l'histoire américaine, mais c'était une campagne présidentielle. En politique, surtout à mon niveau d'implication, la vie ne redevient jamais vraiment normale. Elle est devenue célèbre comme mannequin de haute couture, mais sa voix restait trop forte pour être ignorée. Elizabeth Pipko est une icône moderne de la conviction qui équilibre sa vie sous les projecteurs avec un engagement profond envers la foi, la liberté et la vérité sans compromis. Les gens veulent juste être pertinents, c'est pourquoi je déteste les réseaux sociaux. Ils ne craignent plus la gêne car l'actualité change sans cesse. Quoi que tu dises pour attirer l'attention, même de façon négative, les gens l'oublieront dans une heure, mais tu auras gagné 10 000 abonnés. Les réseaux sociaux ont facilité l'infiltration de nos ennemis, visant la prochaine génération. On ignore ce que font les adolescents de 14 ans sur leur téléphone et personne ne peut les empêcher d'utiliser ces applications. Tout le monde peut leur envoyer n'importe quel contenu, ce qui pose problème. En tant qu'écrivain, commentateur politique et fondateur du mouvement Moins de gens oublient. Elle œuvre à préserver l'histoire, promouvoir le dialogue et défendre les valeurs importantes. Elle prouve qu'on peut associer élégance et engagement durable. Si je n'étais pas aussi proche que je le suis, peut-être que je détesterais Donald Trump. Je ne blâme personne de ressentir ce qu'il ressente, car il ne voit que les gros titres. Personne ne croira en toi si tu ne crois pas en toi-même. Si tu ne t'aimes pas, peu importe l'amour des autres. C'est pour ça que j'ai soutenu Donald Trump aussi longtemps, parce qu'il m'a appris ce que ça signifie et à quel point c'est puissant de croire en soi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire dont tu n'as jamais parlé et que les gens aimeraient savoir? C'est étrange car je suis très ouverte. Beaucoup se disent ouverts, mais avouent ensuite cacher leur vrai moi. Moi, je montre qui je suis et pense que tout le monde sait tout sur moi. Peut-être ne voient-ils pas à quel point je suis maladroite, geek et un peu bizarre, mais sinon, tout est connu. Je sais que c'est une histoire intéressante. Donc, tu es passé du mannequinat pour les plus grands magazines de mode à porte-parole nationale du comité national républicain. Quel a été le déclic? Parce que tu es impliqué, ou du moins proche de la politique, depuis un certain temps maintenant. Quel a été le moment où tu as vraiment décidé de mettre un peu de côté le mannequinat et le patinage artistique? Je sais que ta blessure a sans doute tout déclenché, mais à quel moment as-tu décidé de mettre ta vie normale de côté? Je veux me concentrer sur la politique. Oui, enfin, ce moment n'a jamais existé. Je me suis engagée en politique en 2016. Pour beaucoup, s'engager, c'est comme faire du bénévolat pendant une élection locale. Pour moi, c'était la campagne présidentielle la plus folle de l'histoire américaine, mais c'en était bien une. J'avais 21 ans sans diplôme ni réelle expérience professionnelle. J'ai finalement travaillé sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 parmi une centaine de membres du personnel à la Trump Tower à New York. Donc, en quelque sorte, je me suis retrouvée là par hasard et je me suis dit... Que veux-tu dire par « retrouver là par accident » ? Je demande car je me demande toujours, même avec Trump, pourquoi faire de la politique, n'est-ce pas? Comme la vie est tellement belle. Non. Il pensait que la vie était belle sans raison. Ma vie n'était pas aussi belle, mais non, j'avais 21 ans, je n'avais vraiment rien de spécial dans ma vie. Je répète souvent que Donald Trump m'a sauvé la vie, ce que ses détracteurs n'aiment pas entendre. Honnêtement, hors politique, j'étais vraiment mal en point. Je n'avais vraiment pas beaucoup d'avenir. J'échouais dans plusieurs cours à la fac. Je n'avais pas d'amis, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais très déprimée. Puis mon petit frère m'a conseillé de regarder Donald Trump en campagne. Je lui ai demandé pourquoi, car la politique ne m'intéressait pas. Il m'a répondu que ce n'était pas politique, mais que ce type n'avait que 2% dans les sondages. Chaque jour, elle dit « Je serai la prochaine présidente. Voilà l'inspiration qu'il te faut. » J'ai commencé à l'observer et je suis tombée amoureuse de son esprit. Moins de politique, plus d'humain. Je voyais cet homme venir chaque jour persuadé qu'il serait président alors que tout le monde se moquait de lui. Je savais que j'avais besoin de plus de ça pour me ressaisir. Mon frère me demande alors de faire du bénévolat pour la campagne, ce qui signifie généralement du porte-à-porte ou des appels téléphoniques. À New York, on ne frappait pas qu'aux portes des démocrates, donc on faisait juste du phoning. Nous y sommes allés et avons passé des appels pour la campagne. J'ai décidé que j'avais envie de m'impliquer un peu plus, simplement parce que j'étais une ancienne athlète professionnelle. Je pense que cette part de moi s'est réveillée en étant inspirée dans ce bâtiment, entourée de gens travaillant sur une campagne présidentielle. J'ai écrit au directeur des données de la campagne pour lui dire « L'organisation des bénévoles était nulle et je pouvais la corriger. »
J'ai demandé à un stagiaire de 14 ans de déposer ma lettre sur le bureau de ce type. Il m'a embauché le lendemain. J'adore ça. Et Trump, c'est vraiment une bête de travail. J'entends souvent cette histoire. Oublie comment il fait, même en campagne, il ne s'arrête jamais, littéralement jamais. Même quand tu entends des histoires sur lui chez Joe Rogan, comme quoi il tient 3 heures sans boire une goutte d'eau, ce gars a une endurance illimitée pour son âge. C'est fou, je n'arrive pas à suivre. Tout le monde autour de lui, on plaisante là-dessus, on essaye juste de ne pas avoir l'air fatigué devant lui, parce qu'on n'arrive pas à le suivre, c'est comme ça. J'étais avec lui juste avant le jour de l'élection. Donc, la veille du jour de l'élection, j'étais en Pennsylvanie. C'était déjà son 3e rassemblement de la journée. Il en avait déjà fait un ailleurs. C'était son 2e en Pennsylvanie. J'y ai pris la parole. C'était la première fois que j'assistais réellement à un rassemblement en 10 ans passés dans l'univers de Trump. J'ai parlé à 30 000 personnes lors du rassemblement et passé du temps en coulisses avec le président. Il a prononcé un discours là-bas. C'était son 3e discours de la journée, alors que moi, je suis épuisée après mes 15 minutes. C'était son 3e discours de la journée en campagne. Il parle bien plus longtemps que moi. 3e discours de la journée dans le 2e État de la journée. Ensuite, il est allé dans le Michigan pour son 4e discours, prononcé vers 1 heure du matin, puis il est revenu vers 5 heures. En Floride, vers 6 heures du matin, il a vécu la journée des élections sans dormir depuis 72 heures. On ne peut tout simplement pas deviner, c'est une vraie machine. Maintenant, je pense qu'on peut dire sans risque que ton identité est bien plus liée à la politique qu'à toute autre chose. Oublions le fait que Trump ait été une inspiration et qu'évidemment, tu lui sois très fidèle. Et le fait qu'il ait gagné, tout ça, c'est super. Mais en dehors de ça, est-ce que tu regrettes parfois d'avoir lié ton identité à la politique et pas à... Je sais que la vie n'était pas parfaite, mais il y avait beaucoup d'autres chemins que tu aurais pu prendre et on en a déjà parlé comme Différent. des choses que tu as tenté de comprendre. Je veux dire, il y a d'autres choses dans la vie que je fais, que je trouve très cool et très spéciales et qui font partie de moi, mais auxquelles les gens ne pensent pas, parce que tout ce dont ils veulent parler aujourd'hui, c'est de Donald Trump. Que tu l'aimes ou non, que tu sois proche de lui ou pas, c'est tout ce qui intéresse les gens. Mais il y a aussi le fait d'être simplement normal, et je n'ai jamais eu, du moins au cours des 10 dernières années de ma vie ou à l'âge adulte, je n'ai jamais eu l'occasion d'être normale. Ma vie, pour le meilleur ou pour le pire, ces 10 dernières années, a été consacrée à me battre pour cet inconnu qui est maintenant quelqu'un que je connais évidemment très bien, mais qui était à la base un politicien quelconque. En politique, surtout à mon niveau, la vie ne redevient jamais vraiment normale. C'est donc beaucoup à gérer. Donc, tu fais face à beaucoup d'attaques et je pense que tout le monde, en politique en général, mais aussi dans le camp de Trump, fait face à énormément d'attaques. On t'a traité de nazi, ce qui est intéressant. Oui. Étant donné que tu es juif orthodoxe. Nazi. D'où tu viens, que penses-tu de l'interprétation moderne du nazisme et parle simplement du fait que tes grands-parents t'ont averti que l'Holocauste n'était jamais vraiment terminé. Comment le 7 octobre a évidemment changé notre vision de ce que cela signifie d'être juif dans ce monde, mais quelle est ta réaction quand quelqu'un t'appelle un juif orthodoxe moderne, un nazi? Je veux dire, au début, c'est horrible. Comme toutes les attaques sont horribles, et j'ai eu beaucoup de mal au tout début, simplement parce que je n'avais jamais été attaquée comme ça. Du jour au lendemain, tu passes de personne ne connaissant ton nom à être toujours assez insignifiante, mais suffisamment de gens veulent que tu souffres, qu'ils te fassent du mal ou te menacent d'une manière ou d'une autre, ce qui est horrible et effrayant. Et donc entendre le mot nazi à 23 ans, quand tu es une fille qui n'a aucune idée de pourquoi elle méritait ce message au départ. C'est effrayant. Aujourd'hui, ce terme n'a plus de sens et sert seulement à insulter n'importe qui. Et personnellement, ça ne m'affecte pas. Mais premièrement, je connais beaucoup de gens qui le seraient, qui n'ont peut-être pas passé les 10 dernières années en politique comme moi et qui n'ont pas développé cette carapace. Savoir qu'ils reçoivent ces insultes m'inquiète et me rend triste. Et deuxièmement, c'est tout simplement inquiétant en tant qu'adulte instruit de constater que l'histoire ne signifie clairement rien, parce qu'on utilise ce terme à tort et à travers contre des gens qu'on n'aime pas en Amérique, simplement parce qu'ils ont voté différemment de nous, mais... C'est fou. Pour moi, il y a toujours de l'animosité en politique, mais comment en est-on arrivé au point où, comme tu l'as dit, on a tellement vidé le terme nazi de son sens que c'est devenu un mot qu'on utilise à la légère, comme si la Seconde Guerre mondiale n'était pas si lointaine. Les gens oublient très vite. Comment penses-tu qu'on en est arrivé là?
Je dirais que ce n'est pas aussi nouveau qu'on le pense, mais que les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène. Je me rappelle que quelqu'un a traité Donald Trump de fasciste il y a quelques années, juste avant que je fasse une interview à la télévision. Donc, ils en parlaient, puis j'étais invitée pour en discuter et je me souviens avoir pensé que le fait qu'on utilise le mot fasciste, c'est embarrassant. Mes parents ont réellement fui le fascisme. Tu n'aimes peut-être pas Donald Trump, tu n'aimes peut-être pas les républicains ou les démocrates, mais on ne devrait pas utiliser ce terme à la légère, quel que soit le camp. Je me souviens d'avoir appelé mon père après l'interview, il m'a dit « Laisse-moi te raconter une histoire ». Quand je suis arrivée en Amérique, je crois qu'il était à la faculté de droit. Je ne suis même pas sûre, mais il est allé à la faculté de droit de Yale, l'une des meilleures à Columbia. Peu importe le lieu, c'était génial. Et il a dit que lorsqu'il est arrivé en cours, je crois que c'était son premier jour, ils en ont fait tout un événement et ont dit « Regardez, nous avons 7 immigrés de l'Union soviétique dans la classe ». Je crois que Reagan était président. Le professeur de la classe de mon père a dit « Vous serez à l'aise ici. Nous avons aussi nos fascistes à la Maison-Blanche ». Mon père s'est alors demandé « Est-ce vraiment la meilleure école du monde? On m'a dit de me battre pour entrer ici alors qu'ils ignorent ce qu'est le fascisme. » Donc, clairement, rien n'a vraiment changé du tout. C'est juste devenu tellement plus courant. C'est tellement plus visible pour tout le monde à cause des réseaux sociaux. Au Canada, il n'y a pas cette animosité, haine, colère ou acrimonie, je le remarque. C'est triste, mais à mon avis, c'est proprement américain. Je pense que cette colère et cette division sont probablement alimentées par les réseaux sociaux, par les cycles d'actualité, mais je pense que c'est pire aux États-Unis que presque partout ailleurs. Dans la civilisation occidentale, et ça veut dire que nous avons le droit d'être en colère, ce qui est cool, mais je suis curieux de savoir d'où viennent toute cette haine et cette colère, parce que je crois que la plupart des gens ne sont pas aussi extrêmes à gauche ou à droite que les médias le laissent entendre. Je pense que la plupart des gens, en moyenne, sont conservateurs sur le plan fiscal et libéraux sur le plan social. Je pense que c'est la majorité. Ils tournent tous autour du centre. Et s'ils ne le sont pas, ça ne les dérange pas que quelqu'un ne soit pas d'accord avec eux. C'est souvent le cas. D'où vient alors cette colère et animosité? Je veux dire, maintenant, tu as vécu, probablement, tu as dit que, tu sais, les gens qui traitent les présidents de fascistes, ce n'est pas nouveau. Mais je pense que la quantité de colère envers un seul homme... Un seul homme, oui. Je ne pense pas qu'on ait déjà vu ça auparavant. Non. C'est nouveau, et c'est ce que j'allais dire. Tu dis que c'est typiquement américain, mais je pense que c'est typiquement Donald Trump. Je pense que si tu demandes l'avis sur Donald Trump au Canada, en France ou ailleurs, tu trouveras la même animosité qu'ici. Je pense que c'est uniquement à cause de lui, en partie à cause de sa propre personnalité et de son caractère si imposant, mais surtout à cause des médias et du cirque qu'ils ont créé autour de lui et de leur colère quand il a gagné malgré tout ça, et de la façon dont ils ont redoublé d'efforts après ça, en décidant qu'ils n'allaient pas s'arrêter tant que tout le monde ne se détesterait pas, parce que c'est ce qui leur apporte des audiences et que ça fonctionne. C'était la seule façon pour eux de prouver qu'ils avaient eu raison à propos de Donald Trump depuis le début, et au final, tout ce qui comptait vraiment pour les gens, c'était de ne pas passer pour des idiots, ce qui est exactement ce qu'ils ont eu l'air d'être quand ils pensaient que cet homme allait disparaître comme une blague, alors qu'il a fini par devenir président. Ce n'est pas américain, mais propre à Donald Trump. Lorsqu'il s'est présenté en 2015, le monde a changé et j'ignore ce qui arrivera après. C'est ce qui m'intriguait. Tu as en quelque sorte une vue de l'intérieur sur ce qu'était cette campagne. Je sais que ce n'était pas facile. Je ne pense pas que qui que ce soit croirait que c'est facile, mais il a changé. Il a vraiment changé, quoi. Il a redéfini le rôle de président et l'engagement politique. Je me demande si un processus de guérison peut commencer, car je ne crois pas qu'il ait débuté. Il y a tant de choses, comme la situation avec Elon liée à la présidence. Et maintenant, certains brûlent des Tesla. Ce qui est ironique, puisque beaucoup d'acheteurs étaient probablement très libéraux. Oui, on voulait imposer les voitures et maintenant on brûle celles électriques qu'on voulait imposer, donc... Les gens n'ont jamais été aussi en colère. C'est une question simpliste, mais comment les États-Unis peuvent-ils guérir à partir d'ici? Je veux dire, c'est difficile pour quelqu'un comme moi parce que je n'y ai jamais cru. J'ai même perdu des amis. Les gens ne m'aiment pas, mais je n'ai jamais dit « je suis républicaine convaincue. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas mon ami. » Je m'en suis toujours fichue. Mes parents ne m'ont pas élevée ainsi. Ils s'en fichaient et ont voté démocrate puis républicain toute mon enfance. Je n'ai jamais compris ça. Je m'ennuie entourée de gens qui pensent comme moi. Par exemple, je ne regarde pas les médias républicains, car je sais déjà ce qu'ils disent.
Je regarde The View tous les jours sans jamais manquer un épisode, même si on se moque de moi car c'est intéressant et j'aime entendre leurs avis. Et j'ai envie de savoir d'où elles viennent, ce qu'elles pensent. J'espère qu'elles voudraient aussi savoir d'où je viens, ce que je pense. Je pense que c'est ça qui manque. Oui, mais je veux dire, je pense que c'est une façon très mature d'aborder la politique. Je ne sais pas, et c'est drôle, quand je suis sur Twitter, je n'ai pas l'impression que qui que ce soit pense comme ça. Dans une pièce avec quelqu'un, j'ai souvent l'impression que la plupart pensent ainsi. La plupart des gens sont des personnes décentes. Je n'ai jamais... Laisse-moi te dire, j'ai rencontré des gens vraiment mauvais et j'ai reçu des messages vraiment méchants et j'ai vu des choses vraiment laides. Mais j'ai beaucoup voyagé dans ce pays et j'ai rencontré beaucoup de gens, tu sais, des partisans de Trump, surtout à cause de mon travail, mais aussi dans d'autres circonstances. Les gens, surtout en Amérique, ça, sont vraiment formidables. Je trouve triste qu'on ait oublié ça au lieu de célébrer. J'ai aimé toutes les personnes rencontrées et j'adore en rencontrer de nouvelles. J'aime explorer l'actualité du pays. J'ai un master en politique sociale et dans l'associatif. Je me souviens de mon premier jour de cours où il fallait effectuer un stage dans une association de notre choix. Assise là, à interviewer et être interviewée par des responsables d'associations, je me suis dit « Regarde comme l'Amérique est incroyable. Qui fait cela sans rien gagner juste par bonté de cœur? » Leur vote m'importe peu. La plupart ont sûrement voté autrement que moi car ils sont dans l'associatif. J'ai fait une grande école de l'Ivy League, je connais le système. L'Amérique et ses habitants sont merveilleux. La politique n'est qu'un petit aspect de ma personnalité. J'étais porte-parole du Parti républicain. Cela ne doit représenter qu'une infime part de la personnalité des gens. Rien de plus. Je viens de déménager du Canada à Miami pour payer moins d'impôts. J'adore le climat. Je n'ai rien contre les programmes sociaux qui aident. On veut que chacun ait une bonne vie, mais je ne ressens pas le besoin d'être comme toi. Tu sais, je n'ai pas envie d'être trop contrôlé par le gouvernement. J'accepte les impôts pour les routes, l'armée et tout ça, mais ça s'arrête là pour moi. Et je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose. Et je ne comprends pas quelqu'un qui veut lier son identité à un parti politique. Je ne sais pas à qui ça sert parce que je n'y crois pas vraiment. C'est triste, mais je pense que c'est très vrai. Les personnes qui sont le plus blessées ne sont pas celles qui réussissent, selon qui gagne une élection. Si vous avez un bon travail, votre vie, si vous réfléchissez vraiment à une journée typique, la majorité, 90% de celle-ci ne change pas, peu importe. Non. Les gens ne sauraient même pas qui étaient dans la Maison-Blanche? Maison-Blanche. Ce sont ceux vivant sous le seuil de pauvreté, sans argent, dont la vie est vraiment affectée. Mais ces personnes ne craignent pas le plus fort. Ce sont des personnes qui sont multimillionnaires. Ce sont des personnes qui ont déjà fait des sorties. Ce sont des personnes qui gagnent 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $, 500 000 $ ou plus dans les villes côtières qui sont les plus bruyantes. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ces personnes sont si en colère, polarisées et associent leur identité à la politique alors qu'il existe de meilleures façons d'occuper leur temps. Sont-elles en colère ou sont-elles ennuyées? C'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas combien s'en soucinent vraiment car, sans citer de nom, il y a beaucoup de personnes que tu entendras à la télé, que j'ai entendu de l'année dernière crier que Donald Trump était littéralement Hitler, qu'il allait reprendre l'Amérique. Le même jour, elles l'appelaient et lui léchèrent les bottes. Elles étaient avec lui disant combien il est génial et espérant qu'il resterait en contact s'il gagnait. Ensuite, elles passent à la télé pour dire des choses horribles et montent la tête aux personnes touchées par l'élection, les rendant en colère. Et ça attire des vues et de l'attention et maintenant les gens ne se soucient plus que d'être pertinents. C'est tellement triste et malsain et c'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Les gens, premièrement, ne se soucient que d'être pertinents et deuxièmement, ils savent qu'ils ne peuvent plus être embarrassés parce que l'actualité change toutes les 2 secondes et quoi qu'il arrive, quoi que tu dises qui attire l'attention, même négativement, les gens l'auront oublié dans 1 heure. Tu n'es plus mal placé, tu peux avancer et tu as gagné 10 000 abonnés, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui les intéresse. Tout est égoïste. Il n'y a pas de défense d'un parti à cause de l'idéal américain, du rêve américain. Tout est égoïste. Oui, je pense que ceux qui veulent s'attacher à un parti aussi croient que ça va leur attirer de l'attention. C'est presque devenu un truc de niche un peu cool à faire parce qu'en réalité, la personne moyenne ne sait pas pour qui elle va voter dans 4 ans, dans 8 ans ou dans 12 ans. J'ai été porte-parole du Parti républicain, mais je ne peux pas dire que je voterai républicain dans 20 ans. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas où en sera le parti ni qui sera candidat. Si vous acceptez de vous lier à un parti, vous le faites pour faire une sorte de déclaration, vous voyez une sorte de prise de position. Aucun être humain rationnel ne dit « Je vais voter pour ce parti pendant les 40 prochaines années, quoi qu'il arrive ». Non, vous avez l'air fou de...
Exactement. Et tu passes pour folle à t'attacher à un parti, surtout quand on voit comme les deux partis ont changé. Observe les démocrates présents dans le cabinet de Donald Trump. Les choses les changent, elles peuvent encore changer, le balancier aussi. Je trouve étrange que les gens pensent que cela doit faire partie de ton identité alors qu'en réalité, cela n'a aucune importance. Et les personnes, ceux qui sont très impliqués, savent que ça n'a pas d'importance. Mais les Américains ordinaires ne le savent pas. En te lançant en politique, quel a été le coup personnel le plus marquant concernant tes amis ou ta famille? La tranquillité d'esprit. C'est surtout la tranquillité d'esprit. C'est juste un endroit malsain où être. Pourquoi es-tu devenu porte-parole? Oh, je comprends toujours pas, tu me l'as déjà dit. C'est une question de podcast, mais aussi, ouais. Non, je veux dire, je ne sais pas si j'ai déjà répondu à ça. Donc, Donald Trump se présentait aux élections, évidemment non. C'est sa 3e campagne. Je fréquente l'univers de Donald Trump depuis 2016 et j'y ai rencontré mon mari. Mon frère et moi avons cette vie grâce à la première campagne. J'ai beaucoup côtoyé Donald Trump et sa famille. Quand je parle de Donald Trump, ce n'est pas politique. Je ne débattrai jamais de politique sans être payé. Je m'en fiche. Donc, je ne veux pas débattre avec toi. Je pense que chacun devrait avoir ses propres idées. Quand je défends Donald Trump ou sa famille, c'est parce que je les connais personnellement et qu'ils ont été bons avec moi. J'en suis là, début 2024. Donald Trump est en campagne, tu sais, c'est la dernière année. Donald Trump fait face à des inculpations, des attaques et bien d'autres choses. Je pense que ce n'est pas juste, car je sais que cet homme n'a rien fait de ce qu'ils disent et qu'ils l'accusent à tort. C'est la chose la moins américaine que j'ai vue. Si je peux m'impliquer, je devrais peut-être le faire. À ce moment, le président du Parti républicain est évincé et une nouvelle direction élue. Michael Whatley, président, Laura Trump, coprésidente. La famille de Donald Trump, alors ancien président, peut-être futur président, me demande si je souhaite devenir porte-parole du parti. Et je me dis à moi-même, j'ai une responsabilité ici. Je suis la fille de 2 immigrés qui sont venus dans ce pays sans aucun argent. Je pourrais être le visage de l'un des 2 grands partis politiques du pays, c'est énorme. Et puis je sais que ce qui se passe n'est pas juste. J'aime ce pays plus que tout au monde. Je ne suis loyale ni au Parti républicain ni aux démocrates. J'aime ce pays et je pense qu'il est le meilleur pour lui. Si je peux faire quelque chose de bien, pourquoi ne pas le faire? J'avais très peur. De nombreuses personnes nous ont attaqués, ma famille et moi, ces 10 dernières années. Mais c'est vraiment un honneur d'en faire partie à ce niveau-là. C'est l'élection la plus folle de mon vivant, et sûrement de celui de beaucoup d'autres. Oui, et j'ai la meilleure place, tu sais, vraiment au premier rang pour tout ça. Donc, évidemment, encore une fois, élection très folle. Que penses-tu qui se passera dans 4 ans? Je n'en ai aucune idée. J'ai vraiment peur, en fait, de ce qui va se passer, parce que je veux, comme tu l'as dit, que les choses se calment. Oui, je ne sais pas si ça va se calmer, car le nom de Donald Trump n'est pas sur le bulletin. Ou si nous venons de préparer 30 ans de colère, peu importe le candidat, car on doit se détester. Je ne sais pas. En partie, cette colère vient de sa personnalité. Une personne avec moins de personnalité suscitera sans doute moins de colère, mais il est aussi probable qu'elle... Encore une fois, je le défends, lui et sa personnalité. J'ai beaucoup passé de temps avec lui. Beaucoup de choses que les gens pensent qu'il a dites. En réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Oh non, je sais. Rapporté? Vraiment du contexte? Oh oui, je pense en fait qu'il a une super personnalité et il y a plus de choses positives, j'en suis sûre. Je veux dire, il est très dur et il dit beaucoup de choses et je comprends, il y a beaucoup de choses qu'il dit que si elles étaient rapportées correctement, les gens l'aimeraient en fait davantage parce qu'il est tellement terre à terre et il est tellement drôle et il est en fait étonnamment normal. Donc je ne sais pas si c'est la personnalité qui pose problème ou si c'est juste la façon dont on rapporte les choses de nos jours ou on ne rapporte plus de façon équitable. Nous rapportons selon le message à transmettre. Peu importe le candidat, si on ne l'aime pas, on va déformer ses propos pour vous le faire détester, quel que soit ce qu'il dit. Ouais, donc évidemment, ça arrive des 2 côtés. Mais je pense que je vois plus de déformation des faits dans les médias libéraux. Je le vois souvent et c'est très préoccupant. Comment les gens peuvent-ils écouter? Les gens sont occupés et n'ont pas le temps de consacrer de l'énergie à vérifier chaque détail. Je dis souvent que sans cette proximité, je pourrais détester Donald Trump en ne lisant que les gros titres. Je ne blâme personne, car ils ont tous des enfants, un travail, un crédit et des responsabilités. Et ils n'ont parfois accès qu'aux gros titres et n'ont pas le temps de vérifier chaque discours prononcé pour savoir ce qu'il a vraiment dit. Selon vous, quelle responsabilité incombe aux dirigeants politiques pour guérir le pays et, en quelque sorte, combler
Cet énorme fossé? Je n'ai pas vraiment confiance en les dirigeants politiques. Je pense que ça nous revient et ils vont faire des allers-retours. Beaucoup d'entre eux vont rester là pendant vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Je veux dire, si tu regardes certains de ces politiciens, je milite vraiment pour la limitation des mandats et il y a une raison à cela. Je veux dire, ils sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans. Je ne pense pas que ça leur incombe parce que s'en fichent vraiment. Les politiciens devraient nous unir. Moi, je suis en colère car beaucoup ont choisi en 2016 de nous diviser, mais cela leur est égal. En réalité, cela ne les affecte pas, mais les aide à récolter des fonds quand nous sommes en colère. Donc je ne pense pas que la responsabilité leur incombe. Je pense qu'elle incombe à nous tous qui aimons ce pays et voulons le meilleur pour nos futurs enfants et petits-enfants, afin qu'ils puissent jouer avec ceux dont les parents ne sont peut-être pas d'accord avec la façon dont vous avez voté, parce que ça n'a pas d'importance. Dans votre esprit, qu'est-ce que cela signifie d'être américain en dehors de la définition légale? C'est étrange parce que, encore une fois, j'ai cette mentalité parce que mes parents sont des immigrés. Donc, je dis toujours que j'ai le privilège d'être la fille de 2 immigrés. Je vois les choses très différemment. Sachant comment mes parents ont été élevés et que ma mère a été battue à l'école parce qu'elle était juive, mon père a dit au revoir à son père sans jamais le revoir, apprenant plus tard, après la mort de son père et l'effondrement de l'Union soviétique, qu'il y avait un dossier du KGB sur sa famille et que le KGB surveillait son père. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu le revoir. Pour moi, c'est ça, être américaine. Mes parents ont dû vivre une vie très différente de celle que j'ai eue. Mais être américaine, je veux dire. On parle de liberté, non? Mais qu'est-ce que la liberté? Je veux dire, c'est vraiment ça, être américaine. Beaucoup de gens partout dans le monde doivent vivre leur vie d'une certaine manière. Ils n'ont même pas à vivre d'une certaine façon par la loi. Mais ils vivent ainsi car ce n'est ni dans leur sang, ni dans leur culture ou personnalité de vouloir être différents. C'est un peu dans notre nature, vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez et échouer dans tout ce que vous entreprenez, mais on vous encourage à essayer. C'est ça l'Amérique. Et j'adore ça. Et j'imagine que la question suivante serait, on donne tellement de liberté pour essayer de nouvelles choses, pour penser différemment. C'est ça, la liberté, non? Avec autant de marge de manœuvre et de liberté, comment expliques-tu que les jeunes générations voient émerger ce sentiment anti-américain? Je ne comprends pas comment, rien que le fait de pouvoir être anti-américain, tu te rends compte à quel point tu es privilégié de pouvoir vivre ta vie, d'avoir ces pensées et de pouvoir les exprimer. Parce que si tu vas dans n'importe quel autre pays, N'importe où. presque partout, tu ne survivrais pas longtemps ou on n'entendrait plus parler de toi. Je me demande donc comment la liberté engendre ce sentiment anti-américain dans les universités. C'est presque beau, même si ça me blesse. C'est incroyable qu'on vive dans un pays où brûler le drapeau américain ne vaut aucune sanction. Incroyable que ces jeunes puissent dire autant d'absurdités et critiquer ce pays. Ils sont applaudis car nous défendons la liberté d'expression. Même si cela nous dérange, nous protégeons ton droit de t'exprimer. Donc une partie de moi, même quand je vois ça, je suis en fait heureuse parce que mes parents n'avaient pas le droit de critiquer qui que ce soit en Russie, tu vois. Certainement pas. Non. Donc même si je ne suis pas d'accord, toujours pas. Des gens se sont battus et sont morts pour que tu puisses dire ce que tu veux. Et c'est magnifique qu'en 2025, nous ayons continué à suivre la voie américaine et que tu puisses toujours faire ça parce que c'est pour ça que je me bats chaque jour. C'est simple de défendre la parole de ceux qui partagent ton avis. Donc, je trouve ça super. En même temps, C'est préoccupant. c'est très préoccupant si on regarde les chiffres. Les gens deviennent moins patriotes à chaque génération et les jeunes ne savent pas ce qu'ils ont. Je pense que si les gens lâchaient donc leur téléphone et que les professeurs se concentraient à nouveau sur l'enseignement plutôt que sur le militantisme, si les gens lisaient un livre d'histoire, ils pourraient peut-être observer le monde actuel et se sentir mieux. Je suis reconnaissante de vivre dans un pays où l'on peut critiquer librement, mais je m'inquiète que chaque génération aime moins l'Amérique. Des gens se battent encore aujourd'hui pour que nous apprécions ce que nous avons, mais beaucoup ne le comprennent pas. Je veux dire, à quoi cela va-t-il mener dans 10 à 15 ans? Je n'ai pas grandi avec, encore une fois, juste pour donner du contexte, même si les collèges ou universités, comme on les appelle au Canada, étaient un peu plus libéraux, ce qu'ils étaient. Je pense que les collèges et universités ont toujours tendance à être un peu plus libéraux. C'était libéral en termes de réforme de la justice pénale, ou peut-être que l'immigration était un peu plus facile, mais tout cela se faisait dans le contexte où ce pays est formidable.
Et nous allons essayer d'améliorer. Nous allons essayer d'améliorer le pays. Nous allons essayer de faciliter la réussite ici. Pas que ce pays est nul. Il n'a jamais été question de remplacer le pays. C'est plutôt comment, dans les cadres existants, peut-on améliorer la vie? Ce nouvel anti-américanisme, ou plutôt cet anti-patriotisme, est vraiment effrayant et je n'ai jamais vu une génération grandir en détestant le pays dans lequel elle est née. Mais c'est aussi comme si je voyais la définition du libéralisme changer, parce qu'à une époque, le libéralisme était une célébration de la diversité des idées. Et la plupart des libéraux défendaient les personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux parce qu'ils voulaient qu'elles aient cette opinion complètement opposée. Ils voulaient la diversité. Le libéralisme, aujourd'hui, ne signifie plus ça. Ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, je pense que le problème n'est pas que les universités penchent à gauche. Le problème, c'est qu'ils ont modifié la définition du libéralisme. Ils se sont transformés en militants, croyant que le libéralisme, c'est, vous savez, soutenir quelque chose à gauche, et qu'ils doivent se battre jusqu'à la mort pour cela. Et la réalité, c'est que c'est pas ça le libéralisme. C'est accepter le fait que les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous. Et être à l'université ou dans une grande école, c'est justement le moment où l'on est censé avoir ces débats, ces conversations et ces points de vue différents. Mais je pense qu'on devrait y revenir, même si certains pourraient ne pas être d'accord avec l'Amérique. D'accord, mais n'était pas ce qu'ils font actuellement. Ils ne débattent pas et n'encouragent pas la réflexion. Ils enseignent juste que l'Amérique est mauvaise. Voilà le problème. Si vous laissez les gens réfléchir et débattre, ils vont arriver à une conclusion très différente. Tu as évidemment été un défenseur d'Israël bien avant le 7 octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé au monde le 7 octobre quand on a cessé de voir? Ça va être une question orientée et évidemment, tu connais mon avis et mes sentiments là-dessus. Mais quand on a cessé de voir les terroristes comme des terroristes, encore une fois, j'ai l'impression que la façon dont je questionne ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est comme si... Oui, je sais pas, c'est comme si ma réalité n'existait plus et tout était noir. Et blanc, oui. Et m'a plongé dans une réalité où les terroristes ne le sont plus. Ils sont célébrés. Et ils sont célébrés. Et non seulement ils sont célébrés, mais leurs drapeaux sont célébrés aux États-Unis. Et les drapeaux américains sont brûlés, les drapeaux israéliens sont brûlés, et les drapeaux des terroristes sont, vous savez, exhibés dans les rues, et personne. Juste à côté des tours jumelles. Oui, c'est le plus fou quand on voit les drapeaux de groupes terroristes défiler, là où se trouvaient les tours jumelles et... Je ne comprends pas ce qui a changé. J'ai juste été surpris par un changement aussi radical dans le sentiment général dont je n'étais pas conscient. Même quand... Mon père travaillait pour le Service canadien du renseignement de sécurité, Service canadien du renseignement de sécurité, et collaborait souvent avec le Shin Bet et d'autres services de renseignement. Des organisations aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, c'était toujours comme si Israël était le bastion de la démocratie et du renseignement aussi au Moyen-Orient. Et c'était toujours comme s'ils étaient ceux qui, en quelque sorte, ils sont... Comment dire? C'est comme s'ils étaient la première, je suppose, la première ligne de défense. Ils combattent nos ennemis, tout ça, oui. Et pour une raison quelconque, tout cela a changé et je ne sais pas quand c'est arrivé. Mais j'ai réalisé que c'est arrivé le 7 octobre, quand les gens disaient... Oh, vous savez, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé. Eh bien, je pense qu'ils l'ont cherché, vous voyez? Genre, pardon? Quoi? Oui, on me demande, comment as-tu vécu le 7 octobre? Malgré l'horreur de cette journée, je me rappelle être restée 10 heures assise par terre à regarder les images et pleurer. Ce qui est arrivé ensuite m'a encore plus blessée car je croyais me réveiller et voir tout le monde soutenir Israël. Un peu comme après le 11 septembre. Je croyais que le monde dirait « relâchez-les ». Je veux dire, je pense qu'à ce moment-là, le 7 octobre, le 8 octobre, on ne savait pas encore combien de personnes avaient été tuées. On ne savait pas encore combien de personnes avaient été prises en otage. C'était confus. Je croyais que ce jour-là, le monde entier demanderait que ces personnes rentrent chez elles. On savait que certaines avaient été prises en otage. Je croyais qu'on allait seulement parler de ce qui venait d'arriver au Moyen-Orient, pas que je vivrais ça un jour. Je dirige un musée de l'Holocauste numérique et chaque semaine, je trie des documents et images de l'Holocauste. Je n'aurais jamais imaginé vivre une époque où les images me rappelleraient autant ce que je dois trier il y a 80 ans. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, je me suis réveillée en voyant des gens célébrer l'événement, dire qu'Israël l'avait mérité et arracher des affiches de bébés otages de 9 mois comme si c'était de la propagande ou qu'ils l'avaient mérité. As-tu réfléchi à ce qui a changé dans le monde pour que le sentiment évolue? Je trouve ces dernières années floues.
C'était peut-être après le 7 octobre, mais rappelle-toi, il y a 1 ou 2 ans. Peut-être qu'il y a 1 an. Quand la lettre d'Oussama Ben Laden est devenue virale sur TikTok et tous les jeunes de 15 à 19 ans disaient qu'Oussama Ben Laden avait raison. Oui, je veux dire, clairement, le changement va au-delà d'Israël. L'antisémitisme ne concerne pas Israël, mais on attaque ce pays car il est facile de prendre les Juifs comme boucs émissaires. On est habitué, mais c'est plus profond qu'Israël. On célèbre des terroristes, ils feraient pareil ici. Comment on a pu tomber si bas au point qu'un gamin de 18 ou 19 ans sur TikTok pense que Oussama Ben Laden avait raison? Sérieusement, c'est quoi le problème des gens? Ouais, tu peux totalement jurer. C'est complètement dingue et je comprends pas comment... Qui étaient les parents? Qui étaient les influences de ces jeunes de 19 ans? Cet aspect a été positif car de nombreux parents ont commencé à dialoguer. J'ai parlé à beaucoup d'étudiants et de parents le 7 octobre. Beaucoup ignoraient ce qui se passait sur ces campus, alors qu'ils investissaient beaucoup dans cette éducation, puis voyèrent leur enfant camper sous une tente avec le drapeau du Hamas. Ils se demandent souvent ce qui est arrivé à leur enfant, notamment s'il est juif. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Les gens se disent « Attends, on ne peut pas mettre toute notre confiance dans nos institutions. Peut-être que le ministère de l'Éducation ne devrait pas éduquer mon enfant. Peut-être que c'est moi qui devrais éduquer mon enfant. » Et je pense que beaucoup de gens, Dieu merci, se sont réveillés grâce à cela. Ils n'avaient aucune idée que leurs enfants étaient envoyés dans ces écoles, qu'ils revenaient 4 ans plus tard en pensant qu'Oussama Ben Laden avait raison. C'est positif, les gens se sont réveillés. Quand est-ce que le programme a changé? Ça fait un moment, je veux dire... Je n'ai même pas l'impression d'avoir 34 ans. Oui, à l'université, c'était il y a quoi? 14, 13, 12 ans, peu importe. Je ne me souviens pas. Ce n'était pas comme ça. Donc, c'est ce que croyait ma génération. Cela concerne davantage Israël, mais je suis allée faire mon master en 2022. J'ai obtenu mon diplôme en mai, quelques mois avant le 7 octobre. Avant d'y aller, je suis retournée à l'Université de Pennsylvanie, une excellente école avec une grande communauté juive. Ah, c'est pour ça que je voulais aller à Penn quand j'ai été acceptée à Penn. Ils avaient une journée d'orientation pour les étudiants avant que tu acceptes leur... enfin, je suppose qu'ils envoient une lettre d'admission et tu dois accepter l'offre ou non avant d'accepter l'offre. Lors de la journée d'orientation, j'ai demandé à une étudiante juive en fin de master ce que ça faisait d'être juive sur le campus, par curiosité après avoir entendu des histoires. Je n'étais pas allée à l'école depuis un moment. Elle m'a dit que cette classe préférerait savoir que tu étais à l'émeute du Capitole le 6 janvier plutôt que découvrir que tu es sioniste. J'ai réalisé que les choses étaient différentes. Être sioniste signifie simplement penser qu'Israël a le droit d'exister, rien de plus. Même si ce terme a été utilisé pour beaucoup d'autres choses. Ouais. C'est à ce moment que j'ai compris que tout avait changé, mais rien ne m'a préparé au 8 octobre en entendant dire que les Juifs ou ses enfants l'avaient mérité, que c'était de la propagande, alors que les images circulaient partout et que certains disaient encore que c'était faux. Rien ne m'a préparé à ce jour ni aux 17 mois suivants. Tu sais, j'ai eu quelques conversations avec des amis à ce sujet et ils ont un peu trop simplifié pourquoi il y a autant d'antisémitisme. Et je vais dire ça, mais je ne suis pas d'accord avec l'antisionisme ou quoi que ce soit, ce qui selon moi est synonyme. Mais les gens diront que ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils essaient juste... Oui, c'est une façon facile et pratique de dire « je déteste les Juifs ». Mais beaucoup de gens pensent saine pour une raison quelconque, comme Hamas. Et les groupes pro-Palestine étaient vraiment doués sur les réseaux sociaux après le 7 octobre, alors que les groupes pro-Israël ne l'étaient pas autant. Et c'est quelque chose sur lequel ils se sont appuyés et qu'ils ont exploité à tel point que tu voyais de la propagande partout. Et toi, je suis juste curieux parce que, évidemment, tu es sur les réseaux sociaux et je me demande quel impact réel tu penses que ça a eu sur le monde. Je déteste être cette personne, car ça change toute la conversation et on pourrait en discuter longtemps. Mais les réseaux sociaux ont permis à nos ennemis d'infiltrer ce pays très facilement, en atteignant la prochaine génération, n'est-ce pas? Personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce que font les adolescents de 14 ans sur leur téléphone. Personne ne peut les empêcher d'être sur leur téléphone ou d'utiliser ces applications. Et n'importe qui dans le monde peut leur fournir n'importe quel contenu qu'ils souhaitent. Et c'est ça le plus gros problème, et c'est ce qui a tout envahi. J'ai un problème avec les politiciens, j'ai un problème avec les professeurs, j'ai des problèmes avec de nombreuses personnes, mais en Russie, en Chine ou au Moyen-Orient, quand quelqu'un a un texte tronqué,
Quelqu'un peut influencer votre enfant de 13 ans sur des sujets comme le terrorisme, modifier son opinion et l'éduquer sans que vous le sachiez, car il ne veut pas vous écouter. C'est un vrai problème. Je veux comprendre, car j'ignorais que vous aviez quitté votre poste de porte-parole. Je veux comprendre à quoi ressemblera votre future carrière. Je vais aussi vous demander comment vous gérez le stress. Parce que je ne pense pas que j'aime... Écoute, tu as dit ça, cette interview, tu as dit « Oh, c'est une interview sombre ». Oui, parce que j'ai des conversations avec des entrepreneurs, par exemple, et ils gèrent le stress dans un domaine très différent, tu vois. Ils gèrent le stress dans la création d'entreprises. Ouais, le monde réel, peu importe la politique, je ne sais pas, tant pis. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent le niveau de stress auquel tu fais face uniquement à cause de la position dans laquelle tu as choisi de te mettre, ce qui est... Masochiste, hein? Un peu, ouais. Alors, où vas-tu à partir d'ici? Parce que tu sais, quitter le poste de porte-parole. Tu veux rester en politique? Je pense que non. Je ne veux pas rester en politique. C'est étrange car je ne vois pas ça comme de la politique. Je ne me suis jamais vue républicaine, j'étais seulement porte-parole du mouvement. Je considérais cette candidate comme le meilleur choix évident pour ce pays lors de cette élection. Je ne considère pas cela comme politique et je ne travaillerai jamais pour une autre candidate. Ah, j'ai terminé, je n'en peux plus. B, je me suis rapprochée de lui et sa famille. C'est devenu personnel. Et il y a une raison pour laquelle je me suis autant battue pour eux et pour laquelle j'ai cru aussi fort qu'il était le meilleur choix. En même temps, il en a pour 4 ans, c'est beaucoup de temps pour envisager un poste dans l'administration, donc on ne sait jamais. C'est assez probable, j'irai là-bas. Je veux dire, tu as mis de côté tes propres ambitions dans une certaine mesure. Oui, j'ai aussi négligé ma santé mentale. Ce n'est pas juste de dire que ce que j'ai... Faites, on refera ça dans 4 ans? Oh. On devrait en faire une tradition tous les 4 ans. Dans 4 ans, on sera là avec nos enfants et on refera ça si Dieu le veut. Dire que j'ai mis l'ambition de côté n'est pas juste, car beaucoup vont en politique par ambition. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir une plateforme, des abonnés, une carrière et des opportunités maintenant, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'y croyais, mais aussi parce que cela m'a apporté un immense succès. Si on avait perdu, ça aurait été différent, mais ça m'a apporté un grand succès. Je ne veux pas prétendre que ça n'en faisait pas partie. Non, je ne compte pas faire de la politique toute ma vie comme beaucoup. Je continuerai à défendre mes idées dans les médias, car c'est une plateforme incroyable et j'ai la chance de pouvoir le faire, ce dont je me suis souvenu. Qu'est-ce que tu aimes? Sur quoi veux-tu t'exprimer? Je comprends, je te vois à la radio, cette femme. Tu me vois à la radio, toi? Tu vois ce que je veux dire? Je te vois à chaque fois que tu passes sur, genre, KG, XM 100, modulation de fréquence, peu importe, à New York ou peu importe la chaîne. Il y a des chaînes que je n'ai jamais écoutées, comme les radios terrestres, les stations amplitude, modulation, que je pense que plus personne de moins de 40 ans n'écoute. Mais bon, tu es sur ces stations, donc. Je suis sur toutes les scènes. Tu es partout, tu fais beaucoup de médias. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu essayes de défendre? En avant? Je veux dire, ton gars est en fonction pour 4 ans. Évidemment, tu défendras toujours Israël, mais quelle est ta passion maintenant en dehors de la politique et d'Israël? Je ne sais pas. J'ai l'impression que lorsque je plaide, comme si je suis à la télévision et que je parle de quelque chose, très souvent, c'est lié à la politique et plus souvent qu'autrement, c'est pro-Amérique, pro-Israël. C'est presque comme des choses superficielles. On peut débattre des politiques autant qu'on veut et je suis ravie de le faire. Tant qu'on n'admet pas que l'Amérique est bien et les terroristes sont mal, débattre des politiques n'a aucun intérêt. Beaucoup de choses sont très superficielles et basiques à cause du niveau très bas de notre société. Je travaille dans les médias et passe chaque jour à la radio ou à la télévision. Qu'est-ce qui vous frustre le plus à propos de l'Amérique en ce moment? Je suis pas frustrée. Je ne suis pas frustrée par l'Amérique. Je pense que l'Amérique cartonne. Puis je le pense vraiment, surtout comparé au reste du monde. Ce qui me frustre, c'est que certains croient en connaître quelqu'un juste à cause de son vote. Et juste, c'est très délicat car peu connaissent autant de personnes dans cette administration ou autour de Donald Trump et la politique républicaine que moi. Je les connais tous. Certains me plaisent, d'autres non. Mais je n'ai pas ces sentiments à cause de leurs opinions politiques. Qu'ils sont en tant que personne. Oui, pour moi, c'est facile à dire car je suis proche. Mais personne ne se résume à ses opinions politiques.
Nous sommes bien plus profonds et j'ai eu de meilleures amitiés et conversations ces dernières années avec des personnes en désaccord politique qu'avec celles partageant mes idées. Il y a beaucoup de gens avec qui on suppose que je devrais être amie parce qu'on vote de la même façon, mais que je ne supporte pas. Et c'est vraiment étrange d'être dans une position où j'ai tellement de haine envers beaucoup de personnes qui votent comme moi, simplement parce que je les ai rencontrés au fil des années. Et Et ils sont justes. mon cercle, c'est ça, et ce sont juste des connards. Peu importe pour qui ils votent. J'apprécie des gens qui n'aiment pas mes idées politiques ou Donald Trump, mais ils savent que je suis une bonne personne. Je sais aussi qu'ils le sont. Et ils supposent que, puisque je le soutiens, alors Donald Trump doit être quelqu'un de bien aussi. Il n'aime juste pas ses politiques. Et c'est tellement étrange pour moi que ce soit comme un concept étranger pour les gens en Amérique, alors que c'est si facile à comprendre parce que tu peux te tourner à gauche et parler à un voisin qui a voté pour Donald Trump, te tourner à droite et parler à l'autre voisin qui a voté pour Kamala Harris et te rendre compte qu'à la fin de la journée, vos enfants ont beaucoup de choses en commun. Vous voulez tous les deux la sécurité et la sûreté pour votre famille. Vous voulez, tu sais, rembourser votre prêt immobilier, vous voulez la même chose. Des pastants, oui. Tu veux adopter des animaux de compagnie et tu veux élever des enfants heureux et tu veux célébrer le 4 juillet ensemble et c'est tout. Rien d'autre n'a vraiment d'importance, surtout quand tu oublies l'essentiel, et c'est vraiment triste et gênant d'être dans cette situation. Et j'ai presque envie de crier aux gens que ça n'a pas d'importance et que vous écoutez des personnes qui font ce qu'elles font et disent ce qu'elles disent. Parce que ça leur rapporte de l'argent de vous mettre en colère, pas parce qu'elles croient vraiment à ce qu'elles disent, ou parce que je ne pense pas. Beaucoup de gens s'en rendent compte et je sais que toi, et tu sais, tu peux discuter de tout ce que tu te sens à l'aise de discuter et je sais que tu es beaucoup plus conscient que moi de la façon dont l'argent circule, mais je pense que c'est important d'abord que cette idée-là est très importante pour que les gens comprennent. Les gens ne sont pas leur politique. Les gens, ton identité. Ce n'est pas la politique, Zanny, ça n'a pas d'importance. Là, tu tournes en rond. Un seul nom, donc les experts qui sont sur Fox, tu sais, MSNBC, YouTube, choisis un podcast politique, peu importe. Pense aux incitations. Comme ils sont incités, bien sûr, avec d'énormes sommes d'argent, n'est-ce pas? Et ils ont besoin que tu regardes ce soir-là. Ils ont besoin que tu allumes ta télé et que tu regardes, alors qu'on peut tous être d'accord que c'est bien plus sain pour toi d'éteindre la télé et d'aller te promener, ou d'adopter un animal, ou de faire du bénévolat, ou de te trouver un passe-temps. Mais au lieu de ça, tu allumes la télé, et c'est pour ça qu'ils doivent te continuer à crier pour que tu continues à allumer la télé. Je ne sais pas, mais je dirais que beaucoup de ceux que tu penses être vraiment, vraiment des gens bien, même si tu es d'accord ou pas avec leurs idées politiques, ceux que tu crois être des personnes décentes et bonnes sont en réalité de vrais salauds. Et certains de ceux que tu ne supportes pas, tu passerais en fait un super moment à prendre un café avec eux. Tu ne voudrais pas, tu t'en voudrais car en Amérique c'est attendu, mais tu passerais un bon moment avec certains. Tu sais, tu as mentionné que Donald Trump était en quelque sorte, pas politiquement, mais juste en termes d'éthique de travail, de qui il est en tant que personne, très inspirant, surtout quand tu as commencé. Quelle est la leçon principale que tu as retenue après des années à travailler avec lui? Tout le monde en parle et dit que son héritage sera tel ou tel politique. Et tu sais, beaucoup de choses sont formidables, surtout si tu es du même côté, mais de nombreux observateurs pensaient que Donald Trump finirait en prison indépendamment de la politique. On lui a tout lancé cette année. En 2016, il n'était même pas censé s'approcher, tu sais, d'Hillary Clinton, qui était censé perdre la primaire à 2% là où il a commencé et passer à autre chose. Tout le monde s'est moqué de lui, démocrates, républicains, commentateurs, politiciens et dirigeants mondiaux. C'était en 2016. En 2024, il devait finir en prison. Beaucoup pensaient qu'il y mourrait. Il est à nouveau président des États-Unis. Encore une fois, je comprends, en mettant la politique de côté, si vous le détestez pour ses idées, essayez de mettre ça de côté 2 secondes. Cet homme avait une phrase et il l'a dite bien avant de se présenter en 2016. Mais maintenant, vous savez, ça résonne beaucoup plus profondément. Tu ne dois jamais, jamais abandonner. Et j'ai vu cet homme traverser l'enfer et en revenir. J'ai vu sa famille traverser l'enfer et en revenir. J'ai vu ma propre famille traverser l'enfer et en revenir pour lui. Et à chaque fois que je fais face à un obstacle, je peux me rappeler que cet homme est devenu président alors que le monde entier se moquait de lui. Et tu peux absolument tout accomplir si tu crois en toi. Oui, c'est puissant. Je veux dire, ça remet un peu les problèmes personnels en perspective quand une journée ne se passe pas bien et que tu réalises que ce gars s'est fait tirer dessus, que tout comme le gouvernement le plus puissant du monde essayait de le mettre en prison. Oui. Même si tu penses qu'il méritait la prison, ce que je ne crois pas, imagine traverser tout ça, te lever chaque jour, continuer à te battre et vouloir devenir président. C'est-à-dire qu'une fraction de ce qu'il traverse briserait la plupart des gens.
ça m'a pas mal brisé et pourtant, ce que j'ai vécu n'est rien comparé à lui. Tu peux répondre à cette question de deux façons. Tu peux y répondre en parlant de la vie en général ou de ton expérience avec Trump. Quel a été le moment le plus difficile de ta vie et comment l'as-tu surmonté? Dans le monde de Trump ou en général? À toi de choisir. C'est comme tu veux, c'est une question ouverte. Je veux dire, en général, évidemment, pendant la campagne, il y a eu des moments difficiles. Le 6 janvier a été sombre. Perdre l'élection aussi, ton patron qui te fait. Tu sais, se faire tirer une balle dans la tête sans savoir s'il était vivant ou non, c'est un moment sombre. Le FBI qui s'en prend à ma famille, c'est un moment vraiment sombre. Ce sont quelques années assez sombres. Beaucoup me demandent pourquoi je n'ai pas quitté la campagne alors que cela aurait pu stopper les enquêtes visant ma famille. Est-ce que c'était sous-entendu ou est-ce que ça a été dit explicitement? Oui, le but était de faire peur pour que les gens restent avec Donald Trump, parce que s'il perdait son équipe principale ou si son équipe faisait faillite, par exemple, parce qu'ils doivent de payer tous ses frais juridiques, alors ils finiraient par l'abandonner et il ne lui resterait plus rien. C'était ça le but. Encore une fois, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que je sais ce que les gens en pensent. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils vont arrêter d'écouter tout de suite s'ils ne sont pas d'accord avec Donald Trump. Et je ne veux pas ça. Je veux que les gens comprennent que nous sommes tous des êtres humains. Non, mais la question ne portait pas sur Donald Trump. C'était à propos de, écoute, je te demande comment tu traverses quelque chose comme ça. Je dirais qu'il y a eu de nombreux moments difficiles durant la campagne, mais aussi des périodes sombres, en dehors, en tant qu'être humain. Quand j'ai débuté en politique, c'était un accident. Donald Trump a soudainement tweeté à mon sujet, me propulsant sur la scène mondiale sans que je m'y attende. Je ne savais pas qu'il le ferait, et quand le président des États-Unis, l'une des personnes les plus puissantes du monde, tweet ton nom à 23 ans alors que tu es déjà très anxieux et que le monde te souhaite la mort. J'ai eu un ulcère à l'estomac cette semaine-là dont je souffre encore. Je suis restée alitée 3 semaines à cause d'un ulcère à l'estomac provoqué par l'anxiété. J'étais terrifiée de sortir parce que, tu sais, chaque message que je recevais me disait que je méritais que quelque chose d'horrible m'arrive ou qu'une autre chose horrible m'arrive. À ce moment-là, j'étais presque insignifiante et n'avais jamais reçu autant de haine. On a l'impression que tout le monde vous connaît et parle de vous. Ma famille s'est retournée contre moi après avoir cru de fausses informations dans les médias. Même s'ils savent maintenant la vérité, notre relation reste brisée. Aujourd'hui, presque 7 ans plus tard, je souffre toujours d'un ulcère à l'estomac et d'anxiété. J'ai dû grandir trop vite. Je n'ai aucun doute. Oui, j'aimais être une enfant, mais ça s'est envolé. Ce n'est pas le bon métier pour ça. Encore une fois, ça ramène à Donald Trump. On dit toujours aux enfants de croire en eux. J'ai toujours cru que c'était un cliché. Pourquoi ne pas croire en soi? Qu'est-ce que ça signifie? Mais en fait, vraiment, personne ne va croire en toi si tu ne crois pas en toi-même. Et ça paraît tellement cliché, tout le monde le dit. Mais si tu n'aimes pas qui tu es, ça n'a aucune importance que quelqu'un t'aime un jour parce que tu ne pourras pas poser la tête sur l'oreiller le soir. Personne ne croira en toi et même avec du succès, tu ne sauras jamais qu'il vient de toi, menant une vie très sombre. Donc, apprendre dans le moment le plus difficile, alors que tout le monde me disait à quel point j'étais horrible, que premièrement, ce n'était pas vrai. Ensuite, je devais me convaincre que la vie des autres n'avait pas d'importance. Seul mon propre jugement comptait. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile, mais vraiment, vraiment important, et je ne pense pas que ce soit encore totalement acquis. Encore aujourd'hui, si quelqu'un dit quelque chose, j'ai presque envie de lui envoyer un message pour lui prouver qu'il a tort, parce que son opinion, tu sais, si c'est sur le bon sujet, ça va me toucher. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai soutenu Donald Trump aussi longtemps, parce qu'il m'a appris ce que ça veut dire et à quel point c'est puissant de croire en soi. Et au-delà de la politique ou de tout le reste, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de l'encourager à s'aimer tel qu'il est et à croire qu'il peut accomplir tout ce que son cœur désire, même si tout le monde autour de lui essaie de l'en empêcher. Je dirais que toi, encore une fois, tu évolues dans l'un des environnements les plus stressants que la plupart des gens pourraient jamais connaître. Alors, quelle partie de toi-même, et cela peut être une leçon pour quelqu'un qui va vivre ne serait-ce qu'une fraction du stress que tu as connu, quelle partie de toi as-tu dû abandonner? Qu'est-ce que tu as dû laisser derrière toi qui ne te servait plus lorsque tu t'es lancé dans un emploi ou une entreprise t'a-t-il déjà autant stressé que celle-ci? Je veux dire, je suis curieuse de savoir ce que je te dirai dans 4 ans, parce que je pense que je suis encore en train de grandir, d'apprendre et d'essayer de devenir une personne qui fonctionne mieux. Mon mari, il te le dira, et il me taquine tout le temps, donc tu sais ce qu'il pense de moi, mais il te dira que je laisse encore mon anxiété prendre le dessus, ainsi que le fait de trop réfléchir et tout le reste. Je le dis à tous, il faut rester occupé.
On finit par avoir plus de temps pour grandir, apprendre, réfléchir et accomplir des choses quand on est occupé. Quand tu es libre, que tu as du temps libre, ce n'est pas pareil. Quand tu es occupé, tu réalises à quel point tu peux être formidable en supportant toute la pression du monde. J'ai appris à m'aimer davantage en donnant le meilleur de moi-même et en accomplissant tout ce que je pouvais. Quand j'écarte les pensées négatives, je me sens invincible et je pense que nous le sommes toutes. Mais trop de temps libre pousse à s'inventer des défauts car la société nous y incite. C'est une autre conversation. Mais le fait est que si tu te donnes vraiment à fond et que tu essaies d'accomplir tout ce que tu peux, même si tu échoues, tu commenceras à t'aimer parce que tu verras à quel point tu es vraiment capable. Et je pense que c'est la meilleure partie de tout ça, c'est de réaliser que parfois, les choses ont été tellement intenses que j'ai vraiment dû éteindre mon cerveau et juste continuer à avancer. Et simplement... Continuez à faire. Et puis c'est comme, oh mince, en fait, je suis plutôt douée pour ça, et en fait, je suis plutôt cool, et peut-être que ce sont mes pensées négatives qui me freinaient. As-tu déjà eu le syndrome de l'imposteur en commençant l'un de ces rôles? Je ne souffre que de cela. Vraiment? Peut-être que les gens me la décrivent mal. J'avais l'opposé du syndrome de l'imposteur. Je suis plutôt du genre, pourquoi est-ce que... Tu n'as jamais été nerveux quand tu... Enfin, pour être honnête, je ressens la même chose. Et donc, parfois, je me lance dans des trucs sans stress en me disant que si d'autres y arrivent, je peux aussi. Je veux dire, tu as raconté l'histoire où tu as envoyé ce gamin au bureau de Trump en lui disant « Hé, embauche-moi ». Cela ne semble pas vraiment être quelqu'un avec un fort syndrome de l'imposteur. Mais j'essaye de tirer une petite leçon pour que les gens puissent imiter ce niveau de courage. Et ça, ce n'est pas naturel. Eh bien... Le courage diffère de la confiance en soi. J'ai toujours manqué de confiance, mais jamais de courage. On t'explique que je ne connais pas cela. On va en profondeur, mais moi, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, très souvent, je fais mes 10 000 interviews télé et j'ai de l'anxiété en le sachant pertinemment. Que je vais bien et que je peux le faire et je n'ai jamais vraiment fait de grosses erreurs à la télévision et je peux toujours le faire. Mais j'ai quand même de l'anxiété parce que je suis perfectionniste et je manque de confiance pour croire que si je continue simplement à faire ça. Et en fait, tu sais, je suis vraiment très douée dans ce que je fais. J'ai toujours tendance à trop réfléchir. Mes parents étaient des parents russes, très stricts quand j'étais enfant et ils m'ont toujours appris « Quelqu'un quelque part travaille plus dur que toi. Continue à travailler dur et ne crois jamais que tu es doué dans quelque chose. » Donc voilà, j'ai toujours... C'est un conseil difficile, mais je l'aime bien. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur et on peut toujours progresser, donc je manque encore de confiance, même aujourd'hui, peu importe mon expérience. Même si tu trouves que je suis douée, je stresse et réfléchis trop car je veux m'améliorer. Pourtant, j'ai toujours pensé qu'il faut avoir le courage de continuer. J'aimerais calmer ce manque de confiance et me rappeler pourquoi je suis là. Je n'ai jamais manqué de courage car la vie est courte. J'ai toujours pensé que si ça marchait, je trouverais une solution sur place. Sans essayer, personne ne te donnera ta chance. Je connais beaucoup de gens très sûrs d'eux, mais qui n'essaient jamais rien, ce que je ne comprends pas. Moi, je manque de confiance, mais je vise toujours haut dans tout ce que je fais. Je crois que c'est ça. Je ressens pareil. Je me suis toujours demandé ce qui donne à quelqu'un comme ça cette capacité à simplement passer à l'action. Je ne sais pas. C'est vraiment un raccourci. Et même si tu n'as pas l'impression, si tu écoutes ça et que tu n'as pas l'impression d'avoir cette capacité, je pense que j'y ai déjà réfléchi auparavant. Les parents aident certainement, mais oui, ou elles. Mais je pense aussi que le fait de garder une trace des moments où tu as gagné ou réussi et de tenir un registre de cela te donne vraiment la confiance nécessaire pour aller de l'avant et passer à l'action face à la prochaine chose. J'ai fait du patinage artistique en compétition, ça doit venir de là. Tu as raison, tu ne l'étais pas. Moi aussi, j'ai beaucoup fait de sport en grandissant. M'a aussi rendu très compétitif. Pas besoin d'être compétitif comme toi. J'aime les sports pour les jeunes, mais tu peux aussi commencer à 40 ans et ressentir la même chose. Beaucoup de sports, comme le patinage artistique par exemple, tu peux commencer dès maintenant et avoir la même expérience. Quand j'ai fait un triple saut, il fallait fermer les yeux, compter jusqu'à 3 et juste le faire en sachant qu'il y a de grandes chances de tomber et en sachant que tu n'as aucune confiance parce que tu n'as jamais réussi ce saut avant, en sachant que tu vas probablement tomber parce que tu sais, c'est comme ça que la gravité fonctionne, mais tu dois fermer les yeux, dire 1, 2, 3 et t'élancer. Et si tu tombes, tu dois te relever et recommencer et c'est ça la vie. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, tu sais, à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui te préoccupe et que les gens ne sauraient pas? Et je sais pas, ça ne compte pas vraiment comme le syndrome de l'imposteur. Tu peux sûrement me dire comment ça s'appelle. Juste ce sentiment de ne pas être accompli et que peu importe ce que je fais,
Je crois que c'est illusoire, mais ce n'est pas le sujet. C'est probablement ce que mes parents disent. Mais oui, je veux dire, c'est vouloir que le monde sache que je suis un minimum qualifié et que rien de tout ça n'est dû à la chance. Et encore une fois, c'est aussi lire les messages négatifs qui disent que je suis là parce que je suis jolie, ou parce que je suis ceci, ou parce que je suis cela. Ce n'est pas utile. Mais je pense que tout le monde, qu'ils reçoivent ces messages sur une plateforme ou non, très souvent, je veux dire, je connais beaucoup de personnes vraiment accomplies qui vont me dire que je ne suis rien. Donc ce n'est pas juste moi. C'est vouloir rendre mes parents fiers et pouvoir regarder en arrière en me disant que j'ai tout donné. Tu dis que je suis jeune, mais pour mes agents de mannequinat ou mon entraîneuse de patinage, 29 ans, c'est presque 60. Et que mes plus beaux jours sont derrière moi, et je sais que rien de tout cela n'est vrai. Mais j'ai peur de devenir complaisante, de devenir trop à l'aise, trop confiante et d'arrêter de viser les étoiles. Et ironiquement, c'est pour ça que tu réussiras. Probablement. Les gens vont dans divers lieux sombres pour nourrir leur ambition. Je pense vraiment que je vais trop loin dans le côté sombre, vraiment. Je n'encourage personne à être aussi folle que moi, mais je pense que les personnes les plus folles, celles qui ne se sentent jamais à l'aise et qui veulent toujours viser les étoiles, sont celles qui finissent par réussir. Tu me l'as dit. Oui, moi, Je sais. Je crois qu'on était au dîner et tu m'as dit « Si tu continues, ça finira par marcher. C'est comme ça que ça fonctionne. » et je le crois. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur différentes raisons, sur différentes choses à utiliser pour pouvoir continuer. Et enfin, j'ai écouté une interview de MrBeast sur Darvish Chief Executive Officer. Il a dit que si je me souciais de ma santé mentale, je n'y arriverais pas. C'est moi. Je ne pense pas que ce soit. Je ne pense pas que ce soit sain ni la leçon. Mais je pense qu'il existe une version moins intense de cela, où tu es en dehors de ta zone de confort et tu ne vis pas dans cette petite bulle confortable. Et c'est pour ça que tu réussis. C'est comme tu l'as dit, faire une liste et te rappeler chaque semaine tes accomplissements. Dans 6 mois, tu pourras t'en souvenir lors de ces moments-là. De déprime, où tu as l'impression de ne rien avoir accompli, tu peux regarder en arrière et te dire « Oh la vache, regarde tout ce que j'ai fait en 6 mois. Tu dois faire ça. Je suis juste comme, Je devrais probablement commencer. Tu devrais. probablement commencer à faire ça. Genre, écris juste ton curriculum vitae, bordel. Je vais commencer aujourd'hui, s'il te plaît. Si tu pouvais revenir en arrière et avoir une conversation avec toi-même au moment où tu as commencé à travailler avec Trump, qu'est-ce que tu voudrais te dire? Ça va devenir tellement génial. Genre, je pensais que j'allais juste être bénévole, que je pensais simplement que j'allais faire du bénévolat et je pensais juste partager mon expérience. Mais finalement, j'ai côtoyé Donald Trump et aidé un homme à devenir président à plusieurs reprises pour accéder à la Maison-Blanche. Pas un mauvais boulot. Oui, mais encore une fois, visez haut parce qu'aucune de ces choses n'aurait dû m'arriver. Je n'aurais pas dû être là ce jour-là. Je n'aurais pas dû envoyer cette lettre stupide. Je n'aurais pas dû demander à une bénévole de l'envoyer. On ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. Si tu penses au stress et à l'anxiété auxquelles tu fais face, car je connais aussi ta personnalité, je me demande si tu as trouvé des stratégies d'adaptation utiles que d'autres pourraient utiliser contre le stress ou l'anxiété. Et je sais que tu ris. Tout ce que je pourrais dire serait un mensonge, car je suis toujours stressée. Je ne pense pas que ce soit un mensonge. Je ne te demande pas de mentir. Je pense que tu ne gères probablement pas ça parfaitement tout le temps. Je crois que, tu sais, Je pense aussi que certaines choses, ne serait-ce que tu as apprises, pourraient aider quelqu'un en période de stress. c'est difficile parce que, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de chance dans ma vie personnelle. Je connais vraiment beaucoup de personnes qui n'ont pas le système de soutien que j'ai, donc c'est presque injuste. Je conseille aux gens de s'appuyer dessus. Si possible, profitez-en car certains jours vous penserez « Passer du temps avec mon père, c'est le meilleur de ma semaine ». Ça m'a vraiment fait me sentir mieux, même à 95 ans. Bien sûr, je me souviendrai des moments passés avec Donald Trump, mais encore plus, je me souviendrai du temps passé avec mon père. Donc je dirais que si vous avez la vie personnelle que j'ai et que je n'ai réalisé qu'à l'âge adulte à quel point j'ai de la chance de l'avoir, profitez-en à fond. C'est tout ce que je veux dire. À la fin de la journée, c'est tout ce qui compte, c'est de faire ça. Et je dirais sincèrement que ce qui m'a aidé, et c'est aussi un conseil important en général pour rendre les gens meilleurs, c'est que le bénévolat m'a énormément aidé. J'ai commencé quand j'avais 16 ans parce que j'étais dans une période sombre et quelqu'un m'a conseillé d'aller dans une soupe populaire locale et de simplement faire quelque chose de mon temps parce que j'étais vraiment dans une période difficile. Depuis, je n'ai jamais arrêté. J'ai aussi fait du bénévolat dans de nombreux États, soupes populaires, refuges et organisations. J'ai un master dans le secteur associatif et je viens de lancer mon association. Faire du bénévolat, ce n'est pas comparer les situations, mais ressentir la satisfaction d'aider sincèrement. Et c'est là que tu réalises que peut-être qu'aider cette personne ou aider 20, 30, 40 personnes à qui j'ai servi de la soupe ou quoi que ce soit, c'était en fait bien plus significatif que d'obtenir ce diplôme ou ce prix ou quoi que ce soit qui te stresse.
C'est de la meilleure chose qui me soit arrivée depuis 10 ou 15 ans. C'est tellement agréable. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me donne cette réponse. Et C'est si facile. Tu te détends car tu es au service de quelqu'un d'autre et tu réalises que tes problèmes ne sont peut-être pas aussi... grand. A, tes problèmes ne sont pas si grands. Et B, tu as accès à quelque chose qui est en réalité tellement plus significatif que ce que tu pensais être la chose la plus importante de ta vie il y a 5 minutes. C'est incroyable. Cela m'a aidé à rester ancrée et saine d'esprit ces 15 dernières années. Si les gens veulent entrer en contact avec toi, en savoir plus sur ce sur quoi tu travailles, tous les sites web, les réseaux sociaux, tout ça, Ça devrait simplement être mon nom. Donc, c'est Elisabeth Pipko. Instagram, X, Facebook. Tapez mon nom sur Google sans lire les articles. Vous me trouverez. la dernière question que j'aimerais poser, et nous la reposerons dans 4 ans, mais parmi toutes les idées ou leçons que vous avez apprises au cours de votre vie, quelle est la plus importante que vous voudriez transmettre à vos enfants et pourquoi? Je l'ai accroché à mon mur. Je n'avais pas compris son importance pour le futur, bien plus tard. Petite, j'aimais faire mes devoirs dans le bureau de mon père. Je me sentais importante. Et quand il n'était pas à la maison, j'étais dans son bureau en train de faire mes devoirs. Sur son bureau, il y avait une carte avec une citation de Ralph Waldo Emerson. « Ne va pas là où le chemin peut mener, va là où il n'y en a pas et laisse une trace. » Petite, je la lisais chaque jour en rêvant au lieu de faire mes devoirs. Adulte, j'ai compris pourquoi cette citation comptait tant. Il est facile de suivre les autres, mais ce qui est vraiment spécial, c'est d'oser être différent et d'inspirer quelqu'un. On m'a toujours harcelé pour mon comportement jugé étrange. Quitter l'école pour les Jeux olympiques ou faire l'école à la maison, ne fais pas de bénévolat pour une campagne politique, ne soutiens pas Donald Trump. Dieu seul sait quoi d'autre. Ça m'a motivé car quand on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais, même si ce n'est pas malin. Mais en général, ne va pas là où le chemin peut te mener. C'est tellement plus cool et plus spécial d'aller ailleurs et j'espère de donner aussi aux autres l'envie de faire la même chose. Merci.